Après 4 ans à gérer la boîte familiale sans repos, mon père refuse de m'augmenter mais engage ma sœur incompétente au triple de mon salaire. J'ai démissionné. Résultat, un concurrent m'offre 45% de plus. Je m'appelle Marie Dubois et, pendant 4 ans, j'ai dirigé l'entreprise de logistique de ma famille sans prendre un seul jour de congé. Ni week-end, ni jour férié, pas même lorsque mon corps me suppliait d'arrêter. J'étais payé juste assez pour survivre. Jamais assez pour correspondre à la responsabilité que je portais. Alors, quand j'ai finalement obtenu mon master, décroché en cours du soir après des journées de travail de 14 heures, j'ai fait ce que je pensais être raisonnable. J'ai demandé une augmentation à mon père. Il n'a pas regardé mes chiffres. Il n'a pas posé de questions sur ma charge de travail. Il a juste souri et a dit, « Tu as de la chance d'avoir ce travail. » 48 heures plus tard, il a convoqué une réunion générale et a fièrement annoncé que ma jeune sœur, Claire, était la nouvelle directrice de l'expérience client et de la croissance. Son salaire était le triple du mien, avec voiture de fonction et téléphone payé. Je suis resté là, figé, réalisant que ce n'était pas une décision commerciale. C'était une punition pour avoir osé connaître ma valeur. J'ai démissionné calmement. Une semaine plus tard, un concurrent m'a appelé et m'a dit « Nous observons comment fonctionne Dubois Logistique. Tout le monde dit que c'était grâce à vous. Ils m'ont offert 45% de plus. » Je ne me suis pas vengé en criant. Je me suis vengé en disparaissant au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Je ne suis pas entré chez Dubois Logistique avec l'illusion d'un bureau de direction ou d'un traitement de faveur simplement parce que mon nom de famille était sur les camions. Quand je suis sorti de l'université, je me suis présenté comme n'importe quelle nouvelle recrue, chaussures de sécurité aux pieds, cheveux attachés, un café dans une main et un porte-bloc dans l'autre. Mes premières semaines ne se sont pas passées en réunion. Elles se sont passées dans l'entrepôt à 4 ou 5 heures du matin. J'apprenais comment les caisses étaient empilées, comment les câbles étaient enroulés pour ne pas s'en mêler, comment les structures d'éclairage pouvaient se fissurer si on les chargeait trop vite dans un camion. J'accompagnais les équipes sur les sites, je soulevais des caisses jusqu'à ce que mes bras tremblent, et j'ai appris ce que signifiait vraiment le jour du spectacle. Comment tout ce qui semblait facile pour un client était en réalité le résultat de douzaines de petites décisions prises sous pression, généralement dans le noir, généralement avant que quiconque ne soit réveillé. Je voulais comprendre le travail depuis la base parce que j'avais déjà appris une chose en grandissant dans cette famille, personne ne vous respectait à moins que vous ne vous soyez prouvé utile. Je suis resté parce que mon père m'avait promis un avenir qui semblait raisonnable à l'époque. Il disait, si tu apprends le métier de fond en comble, si tu tiens bon dans les moments difficiles, tu passeras à un vrai rôle de direction, directrice des opérations. Peut-être même une part de l'entreprise un jour. Pas comme un cadeau, insistait-il, mais comme quelque chose que tu auras mérité. En même temps, la santé de ma mère n'était pas excellente à l'époque. Rien de dramatique, rien qui nécessitait que les gens apportent des plats préparés, juste assez de rendez-vous médicaux et d'inquiétudes silencieuses pour que la stabilité semble importante. Je me disais que rester était le choix responsable, le choix adulte, le genre de décision que les gens louaient de l'extérieur. Et si je suis honnête, je voulais aussi l'approbation de mes parents d'une manière que je ne savais pas encore admettre. Je pensais que si je travaillais assez dur, assez longtemps, ils finiraient par me voir comme je voulais être vu. Le contraste entre la façon dont ma sœur et moi étions traités avait toujours été là. Mais quand nous étions plus jeunes, je mettais ça sur le compte des différences de personnalité. Claire était la charmante, la sociable, la fille qui illuminait une pièce. Quand elle a eu 16 ans, elle a eu une voiture neuve. Je partageais la vieille voiture de ma mère et je payais ma propre essence. Les années universitaires de Claire ont été décrites comme une période pour se trouver. Les miennes étaient décrites comme étant en pratique. Quand elle changeait de filière ou de travail, mes parents appelaient cela de l'exploration. Quand je travaillais les week-ends, ils appelaient cela ce qui est attendu. À l'âge adulte, le schéma s'était durci en quelque chose de non dit mais profondément compris. Claire était aimée pour qui elle était. J'étais valorisé pour ce que je faisais. L'argent rendait cette différence impossible à ignorer. Je remboursais mon prêt étudiant chaque mois, regardant mon solde descendre lentement, un paiement douloureux à la fois, et j'apprenais à gérer un budget d'une manière que Claire n'avait jamais eu à faire. Mes parents l'aidaient pour son loyer quand elle changeait d'appartement, balayaient ses dettes de carte de crédit comme étant temporaires, et parlaient fièrement de son potentiel. Pendant ce temps, on me disait que j'avais de la chance d'avoir un travail stable, de la chance d'apprendre le métier,
de la chance de ne pas avoir à me plaindre. Je n'en voulais pas à Claire au début. Je m'en voulais à moi-même de le remarquer. Je m'étais convaincu qu'être la personne fiable signifiait quelque chose, qu'être indispensable finirait par se transformer en respect. À mesure que l'entreprise grandissait, j'ai commencé à voir à quel point cette croyance était fragile. Mon père excellait dans les relations, les poignées de main, les déjeuners, les histoires sur depuis quand il connaissait un tel. Les clients l'aimaient, mais la réalité quotidienne de garder les travaux dans les temps, les équipes coordonnées, l'équipement comptabilisé, et d'empêcher les erreurs de se transformer en procès reposait sur un petit groupe de personnes qui apparaissaient rarement dans ces conversations. J'étais l'une d'entre elles. Il y en avait quelques autres aussi, des gens qui savaient quels clients détestaient les retards, quelle équipe travaillait le mieux sous pression, quel raccourci revenait toujours vous hanter. Lentement, silencieusement, l'entreprise a commencé à fonctionner grâce à ce savoir. Et tout aussi silencieusement, j'ai réalisé à quel point elle pouvait facilement s'effondrer sans cela. Cette réalisation aurait dû me faire peur et me pousser à partir plus tôt. Au lieu de cela, elle m'a piégé plus profondément. Quand vous êtes la personne vers qui tout le monde se tourne quand quelque chose casse, vous commencez à croire que partir serait égoïste. Mon père jouait là-dessus sans jamais le dire franchement. On a besoin de toi, disait-il pendant les crises. Tu es la seule qui comprend ça. Chaque fois, cela ressemblait à de la confiance. Cela ressemblait à de l'importance. Ce que c'était vraiment, je l'apprendrai plus tard, c'était une laisse déguisée en éloge. À la fin de ma première année, je n'aidais plus simplement. Je coordonnais. À la fin de la deuxième, je réglais les problèmes avant qu'ils n'atteignent le bureau de mon père. À la troisième, les gens venaient vers moi automatiquement, non pas à cause de mon titre, mais parce que je faisais fonctionner les choses. Et pourtant, quand ma sœur trébuchait de travail en travail, le récit familial restait le même. Elle avait juste besoin de temps. Elle n'avait juste pas trouvé la bonne voie. Moi, en revanche, je faisais exactement ce que j'étais censé faire. Donc, personne ne demandait si cela me coûtait quelque chose. En regardant en arrière maintenant, je peux voir avec quel soin le piège a été construit. Loyauté familiale, promesse d'un avenir juste assez éloigné pour me garder patiente. La culpabilité subtile d'être la forte. Je ne suis pas resté parce que j'étais naïve. Je suis resté parce qu'on m'avait appris lentement et de manière convaincante que ma valeur venait de mon endurance. Et une fois que vous croyez cela, partir ne ressemble pas à la liberté. Cela ressemble à une trahison. Au moment où j'ai réalisé que je n'aidais plus simplement, mais que je dirigeais réellement les opérations, les problèmes s'étaient déjà accumulés assez haut pour nuire à l'entreprise. Les équipes étaient envoyées selon qui répondait au téléphone en premier. Les camions quittaient l'entrepôt à moitié chargés ou surchargés parce que personne n'avait une image claire de quel équipement était déjà sorti sur un autre chantier. Des kits d'éclairage disparaissaient pendant des semaines et réapparaissaient endommagés sans aucune trace de l'endroit où ils avaient été. Nous rations des échéances non pas parce que le travail était impossible, mais parce que les mêmes erreurs se répétaient, mauvais matériel sur site, mauvaise équipe assignée, ou camions zigzagant à travers la région parce que les itinéraires étaient planifiés à l'instinct plutôt qu'avec logique. Les clients étaient polis mais frustrés, et les amendes pour installation tardive ou démontage prolongé grignotaient silencieusement nos marges. Tout le monde ressentait le chaos, mais personne ne l'assumait parce que l'assumer signifiait le réparer. Alors, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai commencé à cartographier le désordre. J'ai passé des nuits et des week-ends à marcher dans l'entrepôt avec un carnet, listant chaque pièce d'équipement que nous possédions, où elle devait vivre, et combien de fois elle bougeait réellement. J'ai poussé pour un système d'inventaire utilisant des codes-barres au lieu de la mémoire. Chaque structure de stand, kit d'éclairage, jeu de câbles et poutrelles a été étiquetée. Rien ne quittait le bâtiment sans être scanné, et rien ne revenait sans être vérifié. Au début, les gens se plaignaient. Cela semblait plus lent. Cela semblait inutile. Puis, nous avons arrêté de perdre du matériel. Nous avons arrêté de réserver 2 fois de l'équipement que nous n'avions pas réellement. Nous avons arrêté de payer des frais d'urgence pour remplacer des choses qui étaient dans le mauvais camion depuis le début. Ce qui était un jeu de devinettes est devenu des données. L'itinéraire était le prochain champ de bataille. Nous brûlions de l'argent, envoyant des camions aller et venir à travers les départements parce que les travaux étaient programmés indépendamment de la géographie. J'ai construit des plans de chargement basés sur les itinéraires, pas les habitudes.
Les camions allant vers le nord étaient chargés pour tous les sites du nord ce jour-là. Les équipes étaient assignées en fonction de la compétence et de la proximité. Les coûts de carburant ont chuté, les heures supplémentaires ont chuté, les installations ont commencé à finir à l'heure parce que les gens n'arrivaient pas épuisés après 3 heures de route inutile. J'ai remplacé les plannings papier scotchés au mur du bureau par un logiciel de planification qui nous permettait de voir en temps réel qui était où, ce qu'ils avaient, et ce qu'ils étaient qualifiés pour gérer. Pour la première fois, nous pouvions planifier plus d'une journée à l'avance sans croiser les doigts. La sécurité était la partie dont personne ne voulait parler jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Avant que j'intervienne, la formation était informelle et l'équipement n'était remplacé qu'après avoir cassé. J'ai mis en place des briefings de sécurité obligatoires, des listes de contrôle standardisées et une véritable formation pour le montage et le travail électrique. Nous avons amélioré le matériel au lieu d'acheter les remplacements les moins chers. Les accidents n'ont pas entièrement disparu, mais les presque accidents ont cessé de devenir des incidents. Les primes d'assurance se sont stabilisées. Les équipes avaient confiance dans le fait que la direction se souciait de savoir s'ils rentraient chez eux en un seul morceau. Cette confiance se voyait dans leur travail. Les changements ne semblaient pas dramatiques au jour le jour, mais les chiffres racontaient l'histoire. Les pénalités de retard ont disparu. Les plaintes des clients ont chuté. Nous avons commencé à finir les travaux avec une marge de manœuvre au lieu de la panique. Cette marge de manœuvre nous a donné de l'espace pour grandir. En un an, le chiffre d'affaires a dépassé les 8 millions d'euros. L'année suivante, il a franchi les 10 millions. Au moment où ma 4e année est arrivée, nous atteignions régulièrement entre 12 et 13 millions annuellement. Nous avons remporté un contrat à long terme avec un grand centre de congrès parce que nous pouvions démontrer notre fiabilité, pas juste la promettre. Une chaîne d'hôtels régionale a suivi, puis 2 universités qui voulaient des accords pluriannuels parce que nous pouvions gérer la complexité sans nous effondrer. Ce n'étaient pas des coups de chance. C'était le résultat direct de systèmes qui fonctionnaient. À travers tout cela, mon titre a à peine changé. Mes responsabilités ont explosé. Mes heures se sont allongées. Ma paie, elle, n'a pas suivi. Je recevais de petits ajustements qui me gardaient à l'aise, mais jamais de primes liées à la performance. Jamais d'intéressement, jamais de part. Chaque fois que j'abordais le sujet, la réponse était la même. On en parlerait plus tard. Une fois que les choses seraient plus stables, une fois la prochaine étape franchie. La stabilité devenait une cible mouvante. Le succès devenait quelque chose que je livrais, pas quelque chose que je partageais. Ce qui faisait mal n'était pas seulement l'argent. C'était la manière silencieuse dont mes contributions étaient absorbées dans le récit familial sans jamais être nommées. Quand les clients louaient notre redressement, mon père acceptait les compliments. Quand les contrats étaient renouvelés, c'était la preuve de ses relations. Quand les choses tournaient rond, c'était juste comme ça que l'entreprise fonctionnait maintenant. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que je construisais quelque chose de plus grand qu'un salaire. Je me disais que la patience faisait partie du leadership. Mais il y a une différence entre la patience et l'effacement. Et j'apprenais lentement laquelle on me demandait de pratiquer. L'entreprise que tout le monde voyait de l'extérieur, les présentations soignées, les promesses confiantes tenaient grâce au processus que j'avais conçu et aux gens que j'avais formés. Un petit groupe d'entre nous savait exactement à quel point cette ligne était fine. Nous savions aussi qui en portait le poids. Et même là, même avec toutes ces preuves devant moi, je suis resté. Parce que quand on vous a appris que votre valeur vient du fait de faire fonctionner les choses, vous ne vous arrêtez pas quand elles fonctionnent enfin. Vous continuez, attendant le moment où quelqu'un vous regardera et dira « Nous n'aurions pas pu faire ça sans toi ». Le succès a une façon de cacher son coup quand vous êtes à l'intérieur. De l'extérieur, Dubois Logistique ressemblait à une entreprise en plein essor. De l'intérieur de mon corps, cela ressemblait à une érosion lente. Il n'y a pas eu de point de rupture dramatique unique au début, juste une série constante de moments où le travail remplaçait silencieusement tout le reste. Le dîner de Noël en fut un. Nous étions au milieu du repas quand mon téléphone a commencé à vibrer sur la table. Un des camions était coincé sur l'autoroute après un accident devant lui, et l'équipe de secours que j'avais prévue s'était portée pâle. Je me souviens de ma fourchette en suspens dans l'air pendant que mes parents continuaient de parler, faisant semblant de ne pas remarquer. Je me suis levé, je suis allé dans le couloir et j'ai passé 40 minutes à rediriger l'équipement, à appeler des faveurs et à recalculer un calendrier d'installation pendant que la nourriture refroidissait derrière moi.
Quand je suis revenu, ma mère a souri et a dit, au moins, tu as réglé le problème. Comme si c'était le but de la soirée. Des moments comme ça s'empilaient jusqu'à devenir ma normalité. J'ai raté l'anniversaire de mon petit ami parce qu'un changement de dernière minute d'un client nécessitait un échange complet de matériel pendant la nuit. J'ai promis de me rattraper, puis j'ai annulé à nouveau quand une salle nous a doublement réservé et a blâmé notre équipe. J'ai répondu oui au mariage de ma meilleure amie des mois à l'avance, acheté une robe, réservé un hôtel, et j'ai quand même fini par l'appeler la veille au soir pour dire que je ne pouvais pas venir. Il y avait une installation d'urgence dans un hôtel ce matin-là, et personne d'autre ne savait comment gérer le client. Quand j'ai dit à ma mère à quel point je me sentais mal, elle n'a pas hésité. Tu es forte, a-t-elle dit. Tu peux gérer plus que la plupart des gens. Juste un petit sacrifice. Comme si le sacrifice avait un point final que j'avais déjà dépassé sans m'en rendre compte. Quelque part au milieu de tout ça, j'ai décidé de m'inscrire à un programme de master. Cela semble irrationnel maintenant, d'ajouter plus de poids à une charge qui m'écrasait déjà. Mais à l'époque, cela semblait être l'étape logique suivante. Si le savoir était le pouvoir, me disais-je, alors plus de savoir ferait enfin pencher la balance. J'ai choisi un programme axé sur les opérations et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, quelque chose de directement pertinent pour l'entreprise. Les cours étaient le soir. Je me connectais aux conférences après des journées de travail de 12 heures, mon ordinateur portable en équilibre sur le même bureau où j'avais examiné les plannings et les factures quelques heures plus tôt. J'étudiais les week-ends dans le bureau de l'entrepôt pendant que les équipes chargeaient les camions autour de moi. J'écrivais des mémoires sur l'optimisation et la gestion des risques, puis j'appliquais ces théories le lendemain matin avant que la plupart des gens n'aient fini leur café. Une partie de moi aimait sincèrement apprendre. Une autre partie espérait silencieusement et obstinément que ce serait la chose que ma famille ne pourrait pas ignorer. L'épuisement s'est insinué lentement, puis tout d'un coup. J'ai commencé à me réveiller avec une boule au ventre que le café ne faisait qu'aggraver. Je me disais que c'était le stress, que tout le monde se sentait comme ça parfois. Je gardais des antiacides dans mon sac et j'apprenais quels repas étaient les moins susceptibles de déclencher la douleur lors des visites de site. Un après-midi, en vérifiant les retours de matériel dans l'entrepôt, ma vision s'est rétrécie sans avertissement. La pièce a basculé. Je me suis rattrapé à une étagère et j'ai glissé jusqu'à m'asseoir sur le sol en béton, le cœur battant, les oreilles bourdonnantes. Un membre de l'équipe a demandé si ça allait. Je lui ai dit que j'allais bien. Je disais toujours que j'allais bien. Plus tard cette semaine-là, un médecin m'a dit que non. Il a parlé d'ulcère, de burn-out, du besoin de repos, comme si c'était une ordonnance que je pouvais réellement faire remplir. Il a suggéré un arrêt maladie. J'ai hoché la tête et je ne lui ai pas dit que je n'avais pas pris un vrai jour de congé depuis 4 ans. Le repos semblait impossible, non pas parce que personne d'autre ne pouvait faire le travail, mais parce que tout le monde croyait que je devais le faire. La version de l'inquiétude de mon père se présentait sous forme de pression. Fais-nous juste passer ce trimestre, disait-il. Les choses se calmeront après le prochain contrat. Le calme était toujours prévu pour plus tard. Quand j'ai mentionné l'avis du médecin, ma mère a semblé inquiète un instant, puis a dit ce qu'elle disait toujours. La famille compte sur toi. Ce n'était pas formulé comme une exigence. C'était formulé comme de l'amour. Et l'amour dans cette famille signifiait l'endurance. J'ai appris à fonctionner par fragments. Je dormais par courtes rafales. Je mangeais debout. Je répondais aux emails dans les salles d'attente des hôpitaux, sur les parkings, dans la file d'attente à la pharmacie. Ma cérémonie de remise de diplôme de master est arrivée et passée dans un flou. Je me souviens d'être assise dans le public, la toque sur la tête, le téléphone vibrant de messages professionnels auxquels je ne répondais pas jusqu'à ce que le doyen cesse de parler. Quand mon nom a été appelé, mes parents ont applaudi. Mon père a souri pour les photos. Sur le chemin du retour, il a pris un appel d'un client et l'a mis sur haut-parleur. Nous avons parlé affaires tout le long du trajet. Personne n'a demandé comment je me sentais. Je n'aurais pas su quoi répondre s'il l'avait fait. Avec du recul, les signes avant-coureurs étaient évidents. La douleur constante. La façon dont je sursautais à chaque notification, le ressentiment silencieux qui s'insinuait chaque fois que quelqu'un disait « Nous ne pourrions pas faire cela sans toi ». Et s'attendait quand même à ce que je le prouve à nouveau demain. Mais à l'époque, j'interprétais tout cela comme le coup d'être nécessaire.
Je me disais que c'était à cela que ressemblait l'engagement, que les familles s'appuyaient sur leurs membres les plus forts. Qu'un jour, quand les choses seraient enfin sûres, je retrouverais ma vie. Le piège n'était pas le travail. C'était la croyance que le travail finirait par m'acheter du repos, du respect et de la reconnaissance. Chaque fois que je sentais que j'atteignais une limite, quelqu'un me rappelait mon rôle, la fiable, la capable, la fille qui pouvait gérer. Alors, je poussais au-delà de la douleur, au-delà de l'épuisement, au-delà de la petite voix qui me disait que quelque chose n'allait pas. Je continuais parce que m'arrêter donnait l'impression de laisser tomber tout le monde. Et parce qu'au fond, j'attendais toujours le moment où quelqu'un regarderait tout ce que j'avais donné et dirait que cela en avait valu la peine. Après l'obtention de mon master, quelque chose en moi a changé, pas de manière dramatique ou triomphante, mais tranquillement, comme une porte qui s'était finalement fermée derrière moi. Je ne me sentais pas fier, mais plutôt fini. Fini de prétendre que l'endurance était la même chose que la loyauté. Fini de croire que si je faisais mes preuves une fois de plus, les choses s'équilibreraient. J'ai attendu quelques semaines avant de dire quoi que ce soit, laissant l'entreprise surfer sur la vague d'un autre trimestre réussi après la remise des diplômes, me laissant récupérer juste assez pour penser clairement. Puis j'ai fait ce que je répétais dans ma tête depuis des années. J'ai préparé un dossier, pas un appel émotionnel, mais un dossier commercial. Je l'ai traité comme je traitais tout le reste chez Dubois Logistique, méthodiquement. J'ai sorti les références salariales pour les directeurs des opérations et les directeurs généraux dans l'industrie de la logistique événementielle à travers le sud-est de la France. J'ai calculé ma moyenne d'heures hebdomadaires sur 4 ans, incluant les week-ends et les jours fériés. J'ai listé les indicateurs de performance que nous avions améliorés, taux de livraison à l'heure, pénalité réduite, perte d'équipement proche de zéro, incident de sécurité réduit de moitié. J'ai souligné les contrats à long terme que j'avais aidé à sécuriser et la croissance du chiffre d'affaires qui avait suivi. J'ai même inclus un plan de rétention soulignant comment la stabilisation de la rémunération des dirigeants réduisait le roulement du personnel et protégeait le savoir institutionnel. Ce n'était pas tape à accent grave l'œil. C'était factuel. Le genre de présentation que je m'attendrais à voir respectée par n'importe quel dirigeant. Le matin où je suis allé dans le bureau de mon père, j'étais calme d'une manière qui m'a surprise. Il était assis derrière son bureau, ordinateur portable ouvert, faisant défiler ses emails comme si je lui avais demandé ce qu'on mangeait à midi au lieu de lui parler de ma carrière. J'ai attendu qu'il finisse de taper avant de parler. « Tu as quelques minutes ?» ai-je demandé. Il a fait un geste de la main sans lever les yeux. J'ai commencé comme je le faisais toujours, avec respect. Je l'ai remercié pour les opportunités que j'avais eues, pour m'avoir confié des responsabilités. Puis j'ai expliqué pourquoi je voulais parler de ma rémunération, comment mon rôle avait évolué, comment mes responsabilités s'alignaient maintenant avec des postes qui payaient beaucoup plus sur le marché. Il s'est adossé à sa chaise et a soupiré comme le font les gens quand ils pensent qu'ils sont sur le point d'éduquer quelqu'un. « Marie, a-t-il dit, tu as de la chance d'avoir ce travail. » Les mots ont atterri exactement là où j'avais toujours craint qu'ils ne le fassent. Il a parlé de la famille, de la façon dont travailler pour son propre sang était un privilège. Il m'a rappelé que j'avais appris le métier ici, que j'avais acquis une expérience que l'argent ne pouvait pas acheter. « Tu es encore jeune » a-t-il ajouté. En dehors de cette entreprise, c'est brutal. Les gens ne veillent pas sur toi. Ici, tu es protégé. J'ai écouté sans l'interrompre, même si mes mains se serraient autour du dossier sur mes genoux. Quand il a fini, j'ai glissé ma présentation sur le bureau. J'ai pointé les chiffres. J'ai expliqué calmement comment ma rémunération était loin derrière les normes de l'industrie malgré mes responsabilités. Je lui ai montré les heures, les contrats, les marges. Je ne demandais pas à être récompensé pour être sa fille. Je demandais à être payé pour le travail que je faisais. Pendant un moment, il est resté silencieux. J'ai pensé que peut-être, enfin, il l'envisageait. Puis son ton a changé. « Tu prends ça tout de travers. » Il a dit, « Tu traites ça comme une négociation d'entreprise. C'est la famille. » Il a rejeté les références comme non pertinentes. Il a appelé mon diplôme une éducation supplémentaire que j'avais choisi de poursuivre. « Je ne t'ai pas demandé de faire ça » a-t-il dit, comme si je n'avais pas appliqué ce que j'avais appris chaque jour. Quand j'ai souligné que l'entreprise bénéficiait directement de cette éducation, il l'a balayé d'un revers de main. Ça fait partie de l'apprentissage. Il a dit, « Tu devrais être reconnaissante. » Le mot a brisé quelque chose en moi.
Pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il était final. Reconnaissante signifiait silencieuse. Reconnaissante signifiait docile. Reconnaissante signifiait connaître sa place. J'ai essayé une dernière fois. Je lui ai dit que je ne menaçais pas de partir. Je lui ai dit que je voulais construire quelque chose de durable pour moi-même et pour l'entreprise. Je lui ai dit que j'étais épuisé, que la charge de travail n'était pas tenable à long terme. Il m'a coupé. Si tu n'es pas heureuse, a-t-il dit, tu es libre de voir ce qu'il y a ailleurs. Il l'a dit légèrement, comme un défi qu'il ne pensait pas que je relèverais. Va trouver un autre travail si tu penses que tu vaux plus. Le marché te le dira. Ce n'était pas un conseil. C'était un défi. Et en dessous, un avertissement. N'oublie pas qui détient le pouvoir ici. J'ai rassemblé mes papiers lentement. Je n'ai pas argumenté. Il n'y avait plus rien à dire. Alors que je me levais, il était déjà retourné à ses emails, la conversation terminée dans son esprit. Je suis sorti de son bureau et j'ai descendu le couloir familier, passant devant les bureaux, les plannings et les systèmes que j'avais construits, sentant une étrange clarté s'installer. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un problème de timing. Ce n'était pas quelque chose qui serait réglé après le prochain trimestre ou le prochain contrat. C'était la réponse. Je suis sorti sur le parking et je me suis assise dans ma voiture pendant un long moment avant de démarrer le moteur. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais vide et puis, lentement, certaine. La porte contre laquelle je poussais depuis des années n'était pas simplement restée fermée. Elle avait été verrouillée de l'intérieur. Et pour la première fois, j'ai compris qu'aucune quantité de travail, aucun diplôme, aucun sacrifice n'allait jamais l'ouvrir. 2 jours après cette conversation, mon père a envoyé un email à toute l'entreprise appelant à une réunion générale dans l'entrepôt. L'objet était joyeux, presque festif, nouvelle passionnante pour l'avenir de Dubois Logistique. Nous faisions rarement des réunions générales à moins que quelque chose de majeur ne se produise, alors les gens bourdonnaient de spéculation. Nouveau contrat, peut-être une expansion, un nouvel emplacement. Je me tenais près du fond avec l'équipe des opérations, déjà mal à l'aise d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. La conversation dans le bureau de mon père résonnait encore dans ma tête, non résolue, flottant dans l'air comme l'humidité avant un orage. Il se tenait sur une palette comme sur une scène de fortune, les mains jointes, souriant du sourire qu'il utilisait avec les clients. Il a parlé de croissance, du chemin parcouru, de l'importance de faire évoluer le leadership à mesure que l'entreprise grandissait. Les gens hochaient la tête, certains applaudissaient au bon moment. Puis il a fait un geste vers l'entrée, et ma sœur Claire est entrée comme si elle sortait d'un monde complètement différent. Elle était vêtue d'un blazer taillé sur mesure, les talons claquant sur le béton, les cheveux parfaitement coiffés. Elle a embrassé mon père, a pris le micro et s'est lancée dans un discours rempli de phrases qui semblaient impressionnantes, mais ne disaient presque rien, redéfinir notre expérience de marque, élever le parcours client, apporter une nouvelle perspective à la croissance. J'ai regardé les visages autour de moi passer de l'attention polie à la confusion. Les équipes ne savaient pas de quoi elles parlaient. Moi non plus. Mon père rayonnait en annonçant son titre, directrice de l'expérience client et de la croissance. Il a parlé d'innovation, de la façon dont son parcours l'a qualifié uniquement pour nous faire passer au niveau supérieur. Les gens ont applaudi parce que c'est ce qu'on fait dans ces moments-là. Je suis resté là, sentant ma poitrine se serrer, mon esprit étrangement calme. Ce n'était pas encore le choc. Le choc est venu plus tard, dans le calme. Après la réunion, alors que les gens se dispersaient en petits groupes, chuchotant des questions qu'ils ne voulaient pas poser à voix haute, j'ai suivi mon père vers son bureau. J'ai fermé la porte derrière nous et j'ai posé la question dont je connaissais déjà la réponse. Quel est son salaire ? Il ne m'a pas regardé au début. Il a brassé quelques papiers, redressé une pile qui n'avait pas besoin d'être redressée. Ce n'est pas quelque chose dont tu as besoin de t'inquiéter, a-t-il dit. Je lui ai rappelé calmement que je gérais les budgets opérationnels. Que la rémunération affectait les frais généraux. Il a soupiré du même soupir qu'il avait utilisé lors de notre conversation quelques jours plus tôt, comme si j'étais difficile exprès. Elle commence à 3 fois ce que tu gagnes, a-t-il dit finalement. Plus une voiture de fonction et un téléphone. Son rôle exige de la flexibilité. J'ai ri une fois, doucement, parce que l'alternative était de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Il a froncé les sourcils.
Ne fais pas ça, a-t-il averti. Je lui ai demandé comment cela avait du sens après notre conversation. Après tout ce que j'avais présenté. Il n'a pas hésité. C'est exactement ce dont je parlais, a-t-il dit. Ton attitude. Tu ne montres pas de gratitude. Claire apporte de l'énergie. Elle comprend les gens. Tu es doué pour l'exécution, mais le leadership, c'est plus que des chiffres. Puis il a dit la phrase qui a scellé le tout pour moi. Tu n'es pas prête pour plus parce que tu n'apprécies pas ce que tu as déjà. À ce moment-là, la dernière illusion est tombée. Ce n'était pas une question de stratégie. Ce n'était pas une question de croissance. C'était de la discipline. Un rappel de la hiérarchie. J'avais demandé une rémunération équitable. Alors, il m'avait montré exactement à quel point j'étais remplaçable à ses yeux. Je suis sorti de son bureau et je suis retourné dans l'entrepôt, passant devant des gens qui ne croisaient pas mon regard parce qu'ils sentaient que quelque chose avait changé. Je ne me sentais pas embarrassé. Je me sentais exposé, comme si la réalité privée dans laquelle je vivais venait d'être rendue publique sans mon consentement. Je suis retourné à mon bureau et je suis resté assise là un long moment, fixant l'écran. Des emails arrivaient, des questions sur les plannings, un fournisseur demandant une confirmation. L'entreprise continuait de bouger parce qu'elle le faisait toujours et parce que j'étais toujours là pour la faire bouger. C'est là que j'ai compris ce que cette réunion avait vraiment été. Ce n'était pas juste une annonce. C'était un test. Allais-je avaler la pilule et continuer? Allais-je accepter d'être diminué et me présenter quand même le lendemain matin à 4 heures? Je ne suis pas sorti en claquant la porte. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai fini la journée. J'ai répondu au dernier email. J'ai verrouillé mon bureau et je suis rentré chez moi en silence. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé ma lettre de démission. Elle était calme, professionnelle, un préavis de 2 semaines, offrant d'aider à la transition. Pas d'accusation, pas d'explication. Je l'ai lu 2 fois avant de l'enregistrer. La décision ne semblait pas dramatique. Elle semblait inévitable. La réunion ne m'avait pas humilié devant les autres. Elle avait clarifié quelque chose pour moi seul. En élevant ma sœur et en triplant son salaire, mon père m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir, non seulement sur la façon dont il évaluait mon travail, mais sur la façon dont il me voyait. Utile, mais interchangeable. Loyal, mais ne valant pas la peine d'investir. Le piège dans lequel je vivais s'était finalement refermé, et ce faisant, m'avait montré la sortie. Je ne partais pas par colère. Je partais parce que rester signifiait être d'accord avec une histoire sur moi-même à laquelle je ne croyais plus. J'ai envoyé mon email de démission le lendemain matin avant que l'entrepôt ne s'éveille complètement. Il était adressé à mon père, au RH et à moi-même, écrit sur le même ton que celui que j'utilisais pour les contrats fournisseurs et les escalades clients. Clair, calme, impossible à mal interpréter. 2 semaines de préavis, volonté de documenter les processus, disponibilité pour aider à une transition structurée, pas d'émotion, pas de blâme. J'ai appuyé sur envoyer et je suis resté assise là un moment, attendant la montée familière d'anxiété qui suivait habituellement toute décision perturbant l'équilibre familial. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, il y a eu un calme étrange, comme le moment après avoir enfin posé quelque chose de lourd et réalisé que vos mains sont libres. Les retombées sont arrivées rapidement. Quoi qu'il en soit, ma mère a appelé la première. Elle n'a pas crié, elle a pleuré. Elle a demandé comment je pouvais faire ça à la famille, comment mon père était censé gérer, comment les gens allaient parler. Je lui ai dit que je ne faisais rien à personne. Je quittais un emploi. Elle a dit que ce n'était pas comme ça que ça marchait quand c'était la famille. Quand mon père a appelé plus tard, sa voix était tendue par la colère plutôt que par le chagrin. Il m'a accusé d'être dramatique, de surréagir, de gâcher mon avenir. Tu le regretteras, a-t-il dit. Tu penses que le monde extérieur est plus gentil? Claire m'a envoyé un texto cet après-midi-là. Ne sois pas puéril, a-t-elle écrit. Papa essaie juste de faire grandir l'entreprise. Tu rends tout plus difficile que nécessaire. Je n'ai pas répondu. J'avais fini de m'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé quel devait être mon rôle. Je suis retourné au travail et j'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais. J'ai documenté les flux de travail. J'ai mis à jour les permissions système.
J'ai créé des notes de passation assez détaillées pour que quelqu'un qui n'avait jamais dirigé un événement puisse au moins comprendre comment ne pas en casser un. J'ai formé les gens qui le demandaient et répondu aux questions sans sarcasme. Je n'ai rien saboté. Je n'ai pas ralenti. Si quelque chose, j'étais plus précise que jamais. Une partie de moi voulait laisser les choses parfaites par habitude. Une autre partie voulait que le dossier soit clair. Quoi qu'il arrive après mon départ, ce ne serait pas parce que j'avais laissé un désordre derrière moi. C'est là que les conversations ont commencé. Pas des réunions formelles, des réunions discrètes. Thomas a été le premier. Il m'a rattrapé près du tableau des expéditions un après-midi, a attendu que personne d'autre ne soit à portée de voix. Thomas était dans l'entreprise depuis presque aussi longtemps que moi. Il connaissait chaque itinéraire, les limites de chaque chauffeur, chaque raccourci qui n'apparaissait pas sur une carte. J'ai entendu dire que tu partais, a-t-il dit, non pas en accusant, juste en énonçant un fait. J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux un moment, fixant l'écran où les itinéraires se mettaient à jour en temps réel. Personne d'autre ne comprend ce système comme toi, a-t-il dit finalement. Tu l'as construit pour qu'il fonctionne vraiment. Je lui ai dit que la documentation aiderait. Il a secoué la tête. La documentation n'est pas le jugement, a-t-il dit. Si tu pars, je ne sais pas combien de temps je reste. Sophie est venue ensuite, quelques jours plus tard, fermant la porte de mon bureau avec le genre de soin que les gens utilisent quand ils sont sur le point de dire quelque chose qu'ils n'ont pas encore tout à fait décidé. Sophie gérait nos comptes clés et les clients qui ne payaient pas seulement les factures, mais nous confiaient leur réputation. Elle avait une façon de se souvenir des détails qui comptaient, non pas parce qu'ils étaient écrits, mais parce qu'ils étaient humains. Elle ne m'a pas demandé pourquoi je partais. Elle m'a dit qu'elle comprenait. Ils n'appellent pas l'entreprise, a-t-elle dit. Ils m'appellent moi et ils me font confiance parce que je leur dis la vérité. Elle a fait une pause puis a ajouté, ils te font confiance parce que tu t'assures que je le peux. Elle n'a pas dit qu'elle démissionnait. Elle n'en avait pas besoin. Les implications s'asseyaient entre nous, lourdes et honnêtes. Youssef a été la conversation la plus difficile. Il dirigeait les équipes sur site, les gens qui arrivaient avant l'aube et restaient jusqu'à ce que tout soit parfait, ou aussi proche de la perfection que la journée le permettait. Youssef se souciait profondément de son équipe, de la sécurité, de l'équité. Il n'avait jamais beaucoup parlé de politique familiale, mais j'avais vu la façon dont sa mâchoire s'était serrée pendant la réunion générale quand Claire avait été annoncée. Il m'a trouvé dans l'entrepôt lors d'un contrôle tardif et a demandé si les rumeurs étaient vraies. Quand j'ai dit oui, il a laissé échapper un souffle comme s'il le retenait depuis un moment. Il t'écoute, a-t-il dit. Parce que tu les écoutes. Si tu es parti, les gens vont y réfléchir à 2 fois avant de rester. Il ne m'a pas demandé de l'emmener avec moi. Il n'a pas prêté allégeance. Il a juste énoncé une réalité que je connaissais déjà. Aucun d'eux n'a dit qu'il partait à cause de moi. Ils ont dit qu'ils reconsidéraient les choses parce que l'entreprise n'avait plus de sens. Parce que les systèmes sur lesquels ils s'appuyaient étaient sapés. Parce que les décisions étaient prises par des gens qui n'en comprenaient pas les conséquences. Leurs mots ne ressemblaient pas à une victoire. Ils ressemblaient à une responsabilité. J'ai clairement fait savoir à chacun d'eux que je ne recrutais personne, que quels que soient les choix qu'ils faisaient, ils devaient être les leurs. Je ne construisais pas une stratégie de sortie. Je m'écartais simplement du chemin pour laisser la vérité se montrer. À la maison, la pression s'est intensifiée. Ma mère m'a demandé de reconsidérer pour le bien de tous. Mon père a arrêté de prétendre que c'était pour mon bonheur et a commencé à présenter cela comme une trahison. Claire a envoyé un autre message, plus long cette fois, parlant d'unité familiale et de la façon dont je les embarrassais. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé. Je ne pouvais plus me permettre de porter leur récit avec moi. Chaque fois que je sentais l'envie de me justifier, je me souvenais de la réunion dans l'entrepôt, de la façon dont mon travail avait été effacé par un titre et un chèque de paie qui triplait le mien. Je me souvenais à quel point ce moment avait parlé clairement. À l'approche de ma dernière semaine, l'atmosphère dans l'entreprise a changé. Les gens étaient polis mais prudents. Les questions qui venaient directement à moi hésitaient, rebondissaient, puis atterrissaient maladroitement dans des endroits où elles n'avaient pas leur place. Je pouvais sentir le système se tendre, non pas parce qu'ils échouaient encore, mais parce que les gens qui les tenaient ensemble commençaient à imaginer la vie ailleurs. Ce n'était pas un levier que j'avais conçu. C'était le résultat naturel de la clarté.
Lors de mon dernier jour, j'ai emballé mes affaires dans une petite boîte, un carnet, un mug, le classeur où j'avais écrit autrefois chaque processus avant qu'il ne vive dans un logiciel. J'ai traversé l'entrepôt une dernière fois, disant au revoir sans discours ni promesse. Quand j'ai rendu mon badge, mon père n'est pas sorti de son bureau. C'était bien ainsi. Je ne cherchais pas de clôture de sa part. Je m'étais déjà donné ce dont j'avais besoin. En m'éloignant en voiture, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais ancrée. J'avais pris une décision basée sur la vérité au lieu de la peur. Et pour la première fois depuis des années, le poids que je portais n'était pas sur mes épaules seules. Il était au grand jour où tout le monde pouvait enfin le voir. Je n'ai pas pris le temps de faire le deuil de mon départ. Je n'en avais pas le luxe. Et honnêtement, je ne me faisais pas assez confiance pour rester immobile assez longtemps pour que le doute revienne. 2 jours après mon dernier jour chez Dubois Logistique, j'ai mis à jour mon CV pour la première fois depuis des années. C'était étrange d'écrire des choses que je faisais silencieusement depuis si longtemps, de formuler mon travail dans un langage qui avait du sens pour des gens qui ne m'avaient jamais vu faire la course contre un lever de soleil ou calmer un client paniqué à minuit. J'ai envoyé des candidatures à une poignée d'entreprises de logistique événementielle établies à Lyon, Marseille et Lille, des endroits assez grands pour comprendre l'échelle et assez professionnels pour valoriser les systèmes plutôt que les noms de famille. Les réponses sont venues plus vite que je ne l'espérais. En une semaine, mon agenda s'est rempli d'appels et d'entretiens vidéo. Certains étaient polis et génériques. D'autres étaient plus pointus, plus curieux. Ils posaient des questions détaillées sur les itinéraires, les contrôles d'inventaire et la gestion des risques lors d'événements très médiatisés. Ils ne demandaient pas pourquoi j'avais quitté l'entreprise de ma famille. Ils demandaient ce que j'y avais construit. Cette différence comptait plus que je ne l'avais anticipé. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas évaluée en tant que fille de quelqu'un. J'étais évaluée en tant qu'opératrice. L'appel qui a tout changé est arrivé un mardi après-midi. Le numéro venait de la région Rhône-Alpes, inconnu mais local. L'homme à l'autre bout du fil s'est présenté comme le directeur des opérations de Sommet Logistique, un poids lourd régional avec un chiffre d'affaires annuel oscillant entre 35 et 50 millions d'euros. J'avais postulé en ligne comme tout le monde, mais son ton suggérait que ce n'était pas un tri de routine. Nous observons Dubois Logistique depuis quelques années, a-t-il dit. De l'extérieur, quelque chose a changé. Les itinéraires sont devenus plus serrés, les plaintes ont chuté, les contrats se sont stabilisés. Les gens dans l'industrie continuaient de dire la même chose que quelqu'un à l'intérieur avait les mains sur le volant. Il a fait une pause, puis a ajouté, ce quelqu'un, c'était vous. J'ai senti ma gorge se serrer, non pas de fierté, mais de soulagement. Il ne me flattait pas. Il nommait mon travail. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, de la façon dont j'avais mis à l'échelle les systèmes sans épuiser les équipes, de la façon dont j'équilibrais les attentes des clients avec la réalité opérationnelle, des erreurs que j'avais commises et de ce qu'elle m'avait appris. Quand l'appel s'est terminé, il n'a pas demandé si j'étais intéressé. Il m'a dit qu'il l'était. 2 jours plus tard, ils ont envoyé une offre. Le chiffre seul m'a fait fixer l'écran plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Le salaire de base était 45% plus élevé que ce que je gagnais. En plus de cela, il y avait des primes de performance, un plan d'épargne retraite avec abondement, une mutuelle complète, et de vrais congés payés inscrits dans le contrat encouragé, et non traités comme une faiblesse. Le rôle permettait un planning hybride, ce qui signifiait que je n'aurais pas à vivre sur site pour prouver mon engagement. Les avantages n'étaient pas extravagants. Ils étaient respectueux, disait-il. Nous attendons de vous que vous travailliez dur et nous attendons de vous que vous soyez humaine. J'ai accepté l'offre sans théâtralité de négociation. Je n'avais pas besoin de prendre la pause. La validation était déjà là. Signer ce contrat ressemblait moins à une victoire et plus à un alignement à mes compétences rencontrant enfin un environnement construit pour les soutenir. Quand j'ai donné ma date de début à Sommet Logistique, le directeur des opérations a posé une dernière question. Travaillez-vous seul, a-t-il dit. Je lui ai dit la vérité. Qu'aucun système ne survit grâce à une seule personne. Qu'il y avait des gens en qui j'avais confiance, des gens qui comprenaient le travail comme moi. Il a hoché la tête. S'ils sont ouverts à la discussion, a-t-il dit, nous le sommes aussi. Je n'ai rien orchestré. Je n'ai pas fait de promesses. J'ai simplement répondu honnêtement quand Thomas et Sophie m'ont contacté séparément pour me demander où j'atterrissais. Je leur ai dit le nom de l'entreprise et rien de plus.
En quelques semaines, tous deux ont été invités à passer un entretien. Sommet Logistique ne débauchait pas imprudemment. Il vérifiait. Il posait les mêmes genres de questions qu'il m'avait posées. Comment preniez-vous des décisions sous pression? Comment gériez-vous la confiance avec les équipes et les clients? Youssef s'est vu offrir une conversation aussi, mais il a décliné au début, disant qu'il n'était pas prêt. Même ainsi, le message était clair. Le marché ne me reconnaissait pas seulement moi. Il reconnaissait le réseau de compétences qui avait silencieusement maintenu Dubois Logistique ensemble. Alors que je m'installais dans mon nouveau rôle, la différence était immédiate. Mon agenda avait une structure. Mes week-ends existaient à nouveau. Quand je soulevais des préoccupations, les gens écoutaient sans présenter cela comme de l'ingratitude. Personne ne me rappelait à quel point j'avais de la chance d'être là. Ils supposaient que j'avais ma place parce que les preuves disaient que oui. Ce respect tranquille a changé quelque chose en moi. Il a adouci le tranchant que je portais depuis des années. Je n'ai pas célébré publiquement. Je n'ai pas posté de mise à jour ni envoyé de message à la maison. Mais en privé, je me suis laissé reconnaître ce que ce moment signifiait. Le marché avait répondu à la question que mon père m'avait lancée comme un défi. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le travail parlait, et il parlait assez fort pour que d'autres l'aient écouté tout ce temps. Je n'ai pas entendu parler de l'effondrement tout d'un coup. Cela m'est venu par fragments, porté par les mêmes réseaux informels qui avaient autrefois maintenu le bon fonctionnement de Dubois Logistique. Un texto d'un ancien chef d'équipe. Un appel téléphonique discret d'un fournisseur en qui j'avais encore confiance. Un commentaire fortuit de quelqu'un de l'industrie qui ne réalisait pas à quel point j'avais été proche de la situation. De l'extérieur, cela semblait probablement soudain. De l'intérieur, c'était le résultat prévisible du remplacement de la substance par l'apparence. Claire a bougé vite une fois que je suis parti. Trop vite. Sa première grande initiative a été un rafraîchissement de la marque, quelque chose qu'elle présentait comme nécessaire pour moderniser l'image de l'entreprise. Nouveau logo, nouvelle palette de couleurs, nouveau langage orienté client, des milliers d'euros payés à un ami designer qui n'avait jamais mis les pieds dans un entrepôt ou sur un quai de chargement. Le problème n'était pas l'image de marque en soi. C'était le timing et les priorités. Alors que l'argent allait dans les visuels, les budgets de maintenance étaient discrètement resserrés. Les sessions de formation étaient reportées. Les systèmes qui exigeaient de la discipline étaient étiquetés comme rigides et remplacés par des flux de travail plus lâches, plus esthétiques, qui avaient l'air bien dans les présentations et échouaient sous la pression. Elle a aussi changé la façon dont les projets étaient vendus. Claire aimait les délais. Elle aimait la façon dont les clients réagissaient quand elle promettait vitesse et flexibilité. Elle ne comprenait pas que chaque promesse résonnait à travers une chaîne de camions, d'équipes, de permis et de disponibilité d'équipements. Elle proposait des délais agressifs sans vérifier la capacité. Elle approuvait des travaux qui se chevauchaient parce que sur le papier, ça passait. En réalité, non. Les camions étaient doublement réservés. Les équipes étaient étirées au maximum. L'équipement qui aurait dû être réservé était déjà à des kilomètres sur un autre site. Les gens qui soulevaient des inquiétudes se voyaient dire d'être plus orientés solutions. Le point de rupture est venu lors d'une grande conférence médicale au centre de congrès. Le genre d'événement que Dubois Logistique gérait autrefois avec confiance. C'était une installation sur plusieurs jours avec des délais stricts, de l'équipement sensible et aucune marge d'erreur. Claire a promis aux clients une installation accélérée pour sécuriser le contrat, balayant les avertissements internes comme du pessimisme. Le jour de l'installation, les fissures se sont élargies en quelque chose d'impossible à ignorer. Des structures d'éclairage clés manquaient. Des composants de stand sont arrivés incomplets. Un camion prévu pour livrer l'équipement de secours était encore à 2 heures de là parce qu'il avait été dérouté pour un autre travail à la dernière minute. Les équipes travaillaient frénétiquement, les heures supplémentaires s'accumulaient, les esprits s'échauffaient. Au moment où les portes se sont ouvertes, des sections de l'étage d'exposition étaient encore inachevées. Le client était furieux. Les pénalités ont été appliquées. Des avocats ont été mentionnés. Un contrat qui avait été un joyau de la couronne s'est transformé en un passif du jour au lendemain. Les nouvelles se sont répandues rapidement dans une communauté qui prospère sur la fiabilité. J'ai entendu dire que mon père s'était présenté sur place personnellement, essayant de prendre le contrôle, mais il ne reconnaissait plus les systèmes.
La planification numérique à laquelle il avait autrefois résisté avait été modifiée. Les contrôles d'inventaire n'étaient que partiellement appliqués. Le savoir institutionnel qui rendait les décisions rapides possibles avait disparu. Il est revenu à de vieilles habitudes, coups de fil, instincts, faveurs, dont aucun ne pouvait réparer un problème enraciné dans la structure. À peu près au même moment, Sophie est partie. Elle n'a pas fait d'annonce. Elle a simplement donné son préavis et a pris un poste ailleurs. Avec elle sont partis plusieurs comptes qui étaient restés fidèles, non pas au logo, mais aux gens qui tenaient leurs promesses. J'ai commencé à recevoir des appels alors, pas des appels en colère, mais confus, des clients qui reconnaissaient ma voix et demandaient prudemment où j'étais passé, si j'étais encore impliqué dans l'entreprise, si les rumeurs étaient vraies. Je répondais honnêtement sans dénigrer personne. Je leur disais que j'étais passé à autre chose. Certains me souhaitaient bonne chance. D'autres semblaient déçus d'une manière qui n'avait rien à voir avec moi. À l'intérieur de Dubois Logistique, la pression s'est intensifiée. Les heures supplémentaires ont explosé alors que moins de mains expérimentées essayaient de couvrir plus de terrain. Les équipes s'épuisaient et commençaient à partir, une démission à la fois. Les avis en ligne ont changé de ton, puis de volume. Les plaintes concernant les retards et la mauvaise communication ont remplacé les éloges discrets qui remplissaient autrefois les sections de commentaires. Les fournisseurs ont resserré les conditions. La trésorerie vacillait sous le poids des pénalités et des dépenses urgentes. L'entreprise qui fonctionnait autrefois sur la prévisibilité réagissait maintenant à des crises qu'elle ne pouvait pas anticiper. Je ne ressentais pas de satisfaction à regarder cela se produire. La plupart du temps, je ressentais une tristesse sourde pour les gens encore à l'intérieur, ceux qui arrivaient tôt et restaient tard parce qu'ils croyaient au travail. Mais il y avait aussi une étrange clarté. Rien de ce qui se passait n'était mystérieux. Quand vous démantelez les systèmes et élevez des gens qui n'en comprennent pas les conséquences, l'échec n'est pas dramatique. Il est procédural. Mon père, j'ai entendu dire, travaillait plus d'heures qu'il ne l'avait fait depuis des années, essayant de combler les brèches avec de l'effort au lieu de la structure. La confiance de Claire se serait estompée à mesure que les applaudissements cessaient et que les questions devenaient plus difficiles. L'entreprise ne s'effondrait pas parce que j'étais parti. Elle s'effondrait parce que la réalité que j'avais maintenue ensemble était enfin visible sans moi pour absorber l'impact. De mon bureau chez Sommet Logistique, le contraste était saisissant. Les problèmes existaient ici aussi, mais ils étaient nommés et traités, palissés avec des slogans. Chaque fois que j'entendais une autre mise à jour de mon ancienne entreprise, cela renforçait quelque chose que je commençais seulement à accepter. Ce que j'avais construit était réel. Ce qui l'avait remplacé ne l'était pas, et la réalité finit toujours par réclamer sa dette. L'appel est venu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer, supposant que c'était un autre fournisseur ou un mauvais numéro. Quand j'ai répondu, il y a eu une pause à l'autre bout, le genre qui vous dit que quelqu'un choisit ses mots avec soin. Puis mon père a parlé. Sa voix semblait différente, plus basse, moins certaine. Il n'a pas commencé par des accusations. Il n'a pas commencé par la colère. Marie, a-t-il dit, les choses sont compliquées en ce moment. On pourrait vraiment utiliser ton aide, juste pour quelques mois. Pour la famille. Il a parlé de stabiliser les opérations, des clients devenant nerveux, de la façon dont personne ne connaissait les systèmes comme moi. Il a présenté cela comme une faveur temporaire, un pont jusqu'à ce que les choses se tassent. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand il a fini, j'ai posé une question. À quel titre ? Il y a eu du soulagement dans sa voix, comme si cela seul signifiait que j'étais déjà d'accord. Il a dit que nous pourrions parler des détails plus tard. Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de plus tard sans clarté maintenant. J'ai expliqué calmement que si je devais être impliqué du tout, ce serait en tant que consultante externe, contrat horaire, tarif du marché, périmètre défini, et que Claire n'aurait pas autorité sur les opérations tant que je serais là. Le silence qui a suivi a été immédiat et tranchant. Tu poses des exigences, a-t-il lancé sèchement. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je n'ai pas élevé la voix. Non, ai-je dit, je définis des limites. C'est là que la colère a fait surface. Il m'a accusé d'être ingrate, d'abandonner l'entreprise quand elle avait le plus besoin de moi, de le menacer alors qu'il était déjà sous pression. Il a dit que la famille ne facturait pas la famille. Je lui ai dit que la famille n'exploitait pas non plus le travail en appelant ça de la loyauté. Je ne te menace pas, ai-je dit. Je valorise mon travail.
Il y a une différence. Il a raccroché sans répondre. Ma mère a appelé plus tard dans la soirée. Son approche était plus douce, mais non moins lourde. Elle a parlé des employés, de la peur des gens, des licenciements qui étaient discutés. Elle a dit que mon père vieillissait, que le stress affectait sa santé. Elle a demandé comment je pouvais vivre avec moi-même, sachant que des gens pourraient perdre leur emploi parce que je refusais d'aider. J'ai senti la vieille attraction alors, le réflexe d'absorber le blâme et de réparer ce qui n'était pas à moi de réparer. C'est passé. Ils perdent leur emploi à cause des décisions que toi et papa avez prises, ai-je dit. Pas parce que je suis parti. Elle a pleuré. Je suis restée silencieuse. Quand elle a demandé si c'était vraiment ma réponse finale, j'ai dit oui. La deuxième confrontation a eu lieu une semaine plus tard en personne. Mes parents ont demandé à me rencontrer pour un café. Terrain neutre. Pas de cris. J'ai accepté, surtout pour être sûr d'avoir dit tout ce que j'avais besoin de dire. Mon père a glissé un document sur la table avant même que nous ayons commandé. C'était une lettre d'intention, vague mais ciblée, décrivant mon retour dans l'entreprise dans un rôle de direction qui répondait indirectement à Claire. Il a présenté cela comme un compromis, comme une unité familiale. Il a dit que cela montrerait la stabilité aux clients. Je l'ai lu attentivement, puis je l'ai repoussé vers lui. Je ne signerai pas ça, ai-je dit, et je ne reviendrai pas à ces conditions. Il m'a accusé d'orgueil, de laisser l'ego entraver le pardon. Je lui ai dit que le pardon n'exigeait pas l'effacement de soi. Quand je me suis levé pour partir, mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surprise. Je suis sorti sans attendre de réponse, sans regarder en arrière. Les conséquences se sont déroulées rapidement après cela. Sans intervention, l'entreprise a continué de s'effilocher. Les clients exigeaient des concessions. Les avocats tournaient autour. La banque a resserré les lignes de crédit et exigé de nouvelles garanties. Mon père s'est épuisé au travail, essayant de maintenir les choses ensemble par l'effort au lieu de la structure. Le rôle de Claire a discrètement diminué, bien que personne ne l'ait admis à voix haute. J'en ai entendu parler comme j'entendais tout maintenant, de seconde main, dépouillé d'émotions. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais résolue. J'avais offert de l'aide à des conditions qui respectaient mon travail et mes limites. Ils avaient refusé. Les retombées étaient douloureuses, mais elles étaient honnêtes. Pour la première fois, je n'amortissais personne des conséquences de ses propres choix. Et cela, j'ai réalisé, était la limite la plus difficile à tenir et la plus nécessaire. 12 à 18 mois après mon départ, ma vie ne ressemblait plus à quelque chose que je fuyais constamment. Le changement n'est pas arrivé tout d'un coup, et il n'est certainement pas arrivé avec des feux d'artifice. Il est venu tranquillement sous la forme d'un sommeil qui durait toute la nuit, de week-ends qui restaient intacts, et de matins où mon téléphone ne dictait pas mon humeur avant même que je ne sois sorti du lit. Chez Sommet Logistique, les congés payés n'étaient pas un avantage théorique enterré dans un manuel. Ils étaient attendus, utilisés, respectés. La première fois que mon manager m'a dit de me déconnecter et de prendre un vendredi parce que j'avais l'air fatigué, je n'ai pas su quoi répondre. Je suis resté assise là un moment, attendant le piège. Il n'y en avait pas. J'ai commencé une thérapie, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais fatigué de porter des schémas que je n'avais pas choisis. J'ai appris à quel point mon sentiment de valeur avait été lié au fait d'être utile. Avec quelle facilité je confondais responsabilité et amour. Lentement, j'ai commencé à démêler la croyance que si je n'intervenais pas, tout s'effondrerait et que ce serait en quelque sorte de ma faute. J'ai remboursé mes prêts étudiants sans panique. J'ai cuisiné des dîners à la maison. J'ai dit non sans répéter des explications. L'espace que j'avais créé en partant ne s'est pas rempli de culpabilité comme je l'avais craint. Il s'est rempli de clarté. Au travail, la reconnaissance que je chassais autrefois a cessé de ressembler à de l'oxygène et a commencé à ressembler à du feedback. J'ai été promu aux opérations régionales dans l'année. On m'a donné une équipe qui me faisait confiance, non pas parce que je me sacrifiais, mais parce que je construisais des systèmes qui leur permettaient de bien faire leur travail. Je déléguais. Je mentorais. Je quittais le bureau quand la journée était finie. Personne ne remettait en question mon engagement car il était visible dans les résultats, pas dans l'épuisement. Pour la première fois, ma compétence n'était pas quelque chose que je devais défendre. J'ai entendu parler de Dubois Logistique comme on entend parler d'un vieux quartier où l'on ne vit plus.
Avec familiarité, mais de loin. L'entreprise n'a pas disparu. Elle ne le pouvait pas. Trop de gens en dépendaient. Mais elle a changé. Face à une dette croissante et à un crédit resserré, mon père a accepté une fusion qui l'a dépouillé du contrôle tout en gardant les portes ouvertes. Ce n'était pas la fin qu'il avait imaginée. Claire est passée à un autre rôle dans une autre industrie. Toujours à la recherche, toujours convaincu que le bon environnement débloquerait son potentiel. Je n'ai tiré aucune satisfaction de tout cela. La plupart du temps, je pensais aux employés avec qui j'avais travaillé pendant des années, et j'espérais que la nouvelle structure leur donnait la stabilité qu'ils méritaient. Il y avait des moments où la culpabilité essayait de refaire surface, généralement déclenchée par un souvenir ou une mise à jour fortuite. Dans ces moments-là, je me rappelais quelque chose que mon thérapeute avait dit au début. Vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. La compassion n'exige pas l'autodestruction. La responsabilité ne signifie pas l'effacement. J'avais offert de l'aide d'une manière qui honorait mon travail et mes limites. Elle avait été refusée. C'était la fin de ma responsabilité. Même si ce n'était pas la fin de l'histoire, je n'ai pas coupé ma famille de ma vie entièrement. J'ai simplement arrêté de négocier ma valeur avec eux. Les conversations sont devenues plus courtes, plus sûres, moins chargées. Je ne courais plus après les excuses ou la compréhension. Je n'avais pas besoin qu'ils valident mes choix pour que ces choix soient justes. La distance n'était pas une punition. C'était une protection. S'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela, c'est que la famille n'est pas censée être l'endroit où vous disparaissez. La gratitude n'est pas censée être une laisse. Et les limites ne sont pas des actes de trahison. Ce sont des actes de respect de soi. Partir ne m'a pas rendu sans cœur. Cela m'a rendu entière.